Voilà, derrière moi, vous avez le dernier trou du parcours du golf national et c'est ici même qu'aura lieu dans un peu moins de 2 ans maintenant, la Ryder Cup. La Ryder Cup, c'est l'événement golfique le plus spectaculaire au monde. En matière de télévision, c'est le 3e événement après les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde de football. C'est vous dire que les yeux du monde entier regarderont vers ici, sur ce golf national, vers Versailles, vers Paris. Enfin, tous les yeux du monde entier seront rivés vers nous. Alors, on va parler évidemment de golf beaucoup pendant cette Ryder Cup. On va en parler avec vous aussi pendant ces 2 ans qui nous séparent de cet événement, au cours d'un magazine qui s'adresse évidemment à ceux qui pratiquent le golf, puis à ceux qui veulent découvrir ce sport, et ça s'appelle Par 78. Au sommaire de ce nouveau numéro, l'invité, Patrick Schmidlin, le fondateur et PDG de Golf Plus. En une trentaine d'années, il est devenu le numéro 1 des distributeurs de matériel de golf. La découverte, le golf du Tremblay-sur-Mauldre, en plein cœur de la vallée de Chevreuse, à l'ombre d'un château du XVIIIe siècle. C'est l'un des 9 trous préférés des Français depuis qu'il a été pris en main par son actuel gérant Emmanuel Bachot. Le témoin, Franck Lorenzo Vera, dans son académie, il enseigne aussi bien aux débutants qu'aux pros de golf eux-mêmes. Il nous livre quelques-uns de ses secrets. Matériel, Raphaël Alipré du Golf National nous démontrera l'importance des wedges. Et comme chaque mois en fin d'émission, le conseil des champions. Je vous propose de retrouver tout de suite l'invité de ce nouveau numéro de Par 78. C'est le fondateur et le PDG d'une enseigne que tous les golfeurs connaissent, qui s'appelle Golf Plus, et c'est Patrick Schmidlin. Bonjour Patrick Schmidlin, vous êtes le fondateur et le PDG de Golf Plus. Alors nous sommes ici à Orgeval, dans le magasin d'Orgeval, sur cette aventure de Golf Plus. Ça a commencé dans les années 80, 82 je crois. Voilà, exactement, en 1982. Donc j'ai commencé par une petite boutique, j'étais jeune à l'époque. Je me souviens, moi, rue Dulon, dans rue le 17e, Dulon, voilà, on ne voyait pas. Il y avait... fin fond du 17e, absolument. Vous voyez et pas donc, d'enseigne. Après avoir fait une école de commerce, je me suis lancé, j'ai voulu créer ma propre entreprise. C'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de magasins de golf. Au départ, je n'étais pas spécialisé golf. J'ai toujours vendu du golf par passion. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, bon, allez, on se lance à fond dans le golf. Et c'est ce que j'ai fait pour créer par la suite pas mal de magasins en France et à l'étranger. Alors, il faut dire que vous êtes d'une famille de golfeurs. Chez vous, tout le monde joue au golf. Oh, tout à fait. Mes parents jouaient au golf de la Boulie, dans les Yvelines. Mon frère, ma sœur, qui a eu un très bon niveau également. Qui a été en équipe de France. Qui a été en équipe de France, qui a gagné les internationaux de France. Donc, tout a été fait par passion. J'ai pu transmettre ça également à mes enfants qui viennent de me rejoindre. Est-ce que c'est venu de cette idée? En fait, c'était assez difficile dans les années 80 de se procurer des sacs, des clubs, de l'équipement quoi, en France. Oui, c'était... Et en plus, le matériel... On n'avait pas tout, en plus. Tout oui, mais le matériel était assez cher, en plus. Oui. Donc nous, ça n'a pas été très compliqué, je dirais, dès le départ, de faire des prix beaucoup plus bas que ce qui était pratiqué en France. Et c'est vrai qu'à l'époque, il y avait des écarts de prix importants avec l'Angleterre, les États-Unis. Comment vous avez fait pour réduire ces prix? Parce que tout le monde disait, voilà, ça s'importe, c'est fabriqué aux États-Unis, donc ça coûte cher, il y a des droits de douane, etc. Mais comment vous avez fait, vous, pour baisser un peu les prix? En réduisant les marges, tout simplement. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais un petit magasin, pas beaucoup de charges, c'est moi qui étais à la vente en permanence, un vendeur, etc. Donc en réduisant au maximum les charges, on a pu pratiquer des prix beaucoup plus bas que ce qui était pratiqué à l'époque. Alors il y a ce petit local de la rue du Long de 17e et puis votre première boutique au fond que vous avez boulevard Pereire. Alors voilà, boulevard Pereire où je trouve un magasin beaucoup plus grand et là c'est un peu la rupture avec les autres sports puisque là je décide de faire que du golf. Voilà, que du golf. Voilà, après on a ouvert une boutique à Cannes, à Saint-Cloud, à Garches et aujourd'hui il y a une vingtaine de boutiques avec des boutiques même parfois très pointues puisque à Garches, Saint-Cloud, on a ouvert une boutique spécialement pour les gauchers. Donc chose qui n'existe pas du tout. Et là on fait il y en a pas mal finalement. Et donc là, on fait
tous les clubs, tous les produits de tous les fabricants, tous ceux qui font des clubs gauchers, on vend ça dans cette boutique-là. Et c'est une boutique qui a beaucoup de succès. On a également créé une agence de voyage spécialisée dans les voyages golfiques, parce qu'on se rend compte que les golfeurs, ils aiment bien l'hiver, partir un peu au soleil, etc. Donc on a également ouvert une agence de voyage qui est également Boulevard Pereire. Il y a un peu plus de 30 ans, quand vous créez Golf Plus, est-ce que vous imaginiez l'expansion que ça a pris aujourd'hui ? Disons que j'étais déjà installé quand il y a eu le boom du golf, où là il y avait des fortes augmentations du nombre de licenciés. Le boom du golf, c'est quoi ? C'est les années 90 ? 90, voilà. Ouais, donc là vraiment, il y avait de plus en plus de licenciés. Et donc j'étais déjà organisé, déjà installé, déjà plusieurs boutiques, ce qui m'a permis de ne pas prendre le train en marche. Il y en a eu d'autres qui ont essayé, mais c'est vrai qu'il faut bien connaître. Il y a des personnes qui venaient d'autres secteurs, la hi-fi, etc. Mais on ne s'improvise pas vendeur de matériel de golf comme ça. Il faut quand même bien connaître, il faut avoir des vendeurs pointus, bien formés. C'est ce que vous avez fait, c'est-à-dire que tous vos vendeurs sont des bons joueurs de golf. Oui, ça c'est impératif. Et donc des bons conseillers. Impératif, on ne peut pas avoir des vendeurs comme certaines enseignes multisports où ce sont des vendeurs qui passent d'un rayon à un autre et qui ne connaissent pas forcément bien les produits. Donc nous, tous nos vendeurs sont golfeurs, ils sont tous passionnés. Certains ont des très très bons niveaux, même des anciens pros aussi, comme David d'ailleurs, le responsable de la boutique d'Orgeval. Voilà, donc on essaye vraiment d'avoir des personnes très très expérimentées. La grande évolution maintenant, c'est avoir des clubs vraiment adaptés aux joueurs. Donc le fitting se développe beaucoup. Dans tous nos magasins, le fitting, c'est ce qui permet d'avoir le club qui vous correspond. Voilà, des clubs sur mesure en fonction de votre taille, de la vitesse de votre swing, d'avoir le manche, le shaft le plus adapté possible et de rectifier même des trajectoires de balle si vous faites un peu de fade, un peu de hook, etc., de hauteur de balle. Bon, voilà, pour les bons joueurs, c'est vraiment très très bien de pouvoir faire des fittings. Donc on a mis ça en place, on est bien équipé dans tous nos magasins. Plus, en région parisienne, 2 centres extérieurs sur l'hippodrome de Saint-Cloud et sur l'hippodrome de Longchamp, où là, on a également des centres de fitting. Il y a aussi une chose que vous faites, c'est que on peut vous revendre les clubs qu'on a achetés. Il y a une sorte d'Argus que vous avez créé. Voilà, on a créé un Argus, puisque ça n'existait pas, et donc toute personne qui vient acheter du nouveau matériel, des bois ou des fers, on lui reprend son ancien matériel et on le déduit directement de l'achat. Alors, ce que j'aimerais bien, c'est que vous nous fassiez visiter l'entrepôt pour voir... bien sûr, avec plaisir. Là où tout le matériel se trouve. Oui, d'accord. Alors Patrick Schmidlin, là nous sommes dans l'entrepôt de Golf Plus à Orgeval, pas très loin du magasin. C'est combien 1800 mètres carrés. Et c'est ici que nous stockons toute la marque Greens, puisque c'est une marque que nous avons en exclusivité, que nous fabriquons, que nous élaborons. Et donc tous les produits sont stockés ici et partent ensuite dans les magasins. Donc là, tous ces cartons qu'on voit là, c'est des produits, c'est des sacs, des sacs, des chariots, des tenues de pluie, tous les accessoires, les tis, etc. Donc il y a effectivement beaucoup de produits et puis également une gamme de textiles aussi. Alors cette marque Green, elle date de quand ? Alors nous avons créé cette marque il y a 5 ans maintenant. Ce sont des produits de qualité et surtout d'un très bon rapport qualité-prix, des prix vraiment très très bien placés pour une qualité équivalente des grandes marques. Alors évidemment, c'est fabriqué par les mêmes fabricants que les autres marques, mais il y a un intermédiaire de moins. Absolument, c'est pour ça qu'on arrive à faire des prix vraiment très intéressants sur cette marque-là, qui commence à se développer parce qu'on commence à avoir de la demande de magasins ou de pro-shops qui veulent distribuer la marque. Alors il y a la marque Green et puis il y a aussi le site internet et c'est d'ici que partent les commandes. Absolument. Notre site internet s'est beaucoup développé ces dernières années. Actuellement, on a quand même 5000 connexions par jour. Au début, quand on a lancé ce site, il y avait 1 puis 2 personnes. Aujourd'hui, il y a 7 ou 8 personnes qui travaillent en permanence sur le site. On traite une centaine de commandes par jour. Un client qui passe une commande le matin, l'expédition part l'après-midi, il peut recevoir sa marchandise dès le lendemain. Et l'évolution alors de Golf Plus depuis les années 80, le chiffre d'affaires aujourd'hui, on peut le donner ? Oui, tout à fait. On réalise 17 millions de chiffres d'affaires sur le marché français. Et dans les années 80, c'était combien ? Quand on a démarré, on est vite arrivé à 1, 2, 3 millions. Puis après, avec l'ouverture des magasins, en moyenne, un magasin fait à peu près 1 million de chiffres d'affaires.
Donc c'est une affaire qui est en pleine expansion, comme le golf l'est en France. Est-ce que, puisqu'on parle aussi de la Ryder Cup dans ce magazine, est-ce que vous sentez déjà un petit peu l'influence de Oui, cet tout à événement? fait, parce qu'on commercialise dans nos magasins donc, des produits avec le logo Ryder Cup, des balles, des accessoires, des vêtements, etc. Et donc on commence à sentir vraiment un engouement pour les produits Ryder Cup 2018. Alors merci beaucoup Patrick Schmidlin. Ce que je vous propose maintenant, on va vous faire swinger, on va vous faire taper quelques balles et puis on va faire examiner votre swing. Je sais que vous jouez très bien, mais quand même il y a peut-être des remarques à faire avec plaisir. par un pro. Le swing de Patrick Schmidlin nous paraît excellent à nous, mais on va quand même le faire examiner par notre pro préféré, Sébastien Russier. Bonjour à tous, bienvenue au Golf National. Alors, ce que l'on peut observer, au vu des images qu'on m'a transmises de Monsieur Schmidlin, on voit qu'il a effectivement un bon swing, une face un petit peu fermée au sommet. Voilà, certaines petites choses qu'on peut observer. Son corps a tendance, notamment son bassin, à être un petit peu trop figé dans le démarrage du mouvement. Et ce qui occasionne un club qui va venir se placer un tout petit peu trop par ici. Vous voyez ? Et qui ensuite lui donne un plan un peu vertical avec une face fermée qui l'oblige derrière à simplement lever le pied droit très très vite pour ramener le club de l'intérieur et logiquement, au vu de ce que je peux observer sur son swing, on pourrait dire que c'était plutôt un joueur de draw. Un exercice qui pourrait être tout à fait adapté à ce genre de problème, c'est de positionner le club dans le nombril, de se positionner en posture et à partir de là, de chercher à maintenir cette relation entre le club et le nombril de manière à ce que ça l'oblige à ouvrir très légèrement son bassin au démarrage, de manière à ce que cette relation entre le club et le milieu du corps soit un peu mieux conservée. Ce qui lui permettrait d'utiliser plus les chaînes musculaires du bas du corps, ce qui lui permettrait au retour de développer plus de puissance et également de ne plus avoir à compenser par ce mouvement de glisse avec des appuis qui ont tendance à fuir un peu rapidement, notamment le talon droit qui se décolle trop vite et qui peuvent amener un peu d'irrégularité au niveau de la direction et du contact. Je vous propose de rejoindre tout de suite Emmanuel Bachot qui a repris il y a un peu plus de 3 ans le golf du Tremblay-sur-Mauldre, qui en est le directeur, mais plus que ça, il en est aussi le propriétaire et aussi l'âme. Bonjour Emmanuel Bachot. Bonjour. Vous êtes le directeur du golf du Tremblay-sur-Mauldre. Alors, on dit directeur, mais on va voir que vous n'êtes pas tout à fait le directeur comme les autres. Vous êtes aussi un peu le propriétaire de ce golf que vous avez repris il y a 3 ans. Oui, un peu plus de 3 ans. Un peu plus de 3 ans. 3 ans et demi, effectivement. Donc je me suis lancé dans l'aventure. J'étais golfeur, bien sûr, auparavant, mais je suis indépendamment de ça, chef d'entreprise. J'ai une autre structure dans le monde du loisir, depuis maintenant une 30aine d'années, dans le monde événementiel et les loisirs. Et je me suis lancé dans l'aventure lorsqu'il y a eu un appel d'offres sur le golf du Tremblay. Je dis j'y vais, ça me passionne, j'adore monter des nouveaux dossiers. Et puis on a eu la surprise entre guillemets d'être retenu. Et c'est vous qui avez été pris. Voilà, on a été pris. Et là, hop. Et là, il a fallu en 2 mois et demi de se dire, faut que j'apprenne tous les métiers du golf. Alors en 3 ans et demi, vous êtes devenu l'un des 9 trous préférés des Français quand même. Oui, 6e 9 trous préféré des Français, donc on a été très fiers de cette note, c'est très bien. Alors que voilà, il y avait du boulot quoi quand vous l'avez repris. Oui, il y a énormément de boulot parce que le site était magnifique et est magnifique, mais avait été laissé entre guillemets un peu à l'abandon par les prédécesseurs. Et donc le challenge était important puisque le site étant magnifique, il fallait que le terrain redevienne jouable et devienne agréable. Donc on sait tous, lorsqu'on parle aux golfeurs, ils sont attentifs effectivement à l'état du terrain, c'est déjà la base. Et on a fait en sorte en 3 ans et demi de le faire revenir. Et dans un cadre aussi joli que ça, les gens ont envie de venir. Alors on parle de 9 trous, mais il faut préciser que c'est un vrai 9 trous, par 36. Oui, l'image des 9 trous en France, c'est un peu le compact urbain, où on est en par 30, 31, 32. Non, on est en par 36, il y a 2 par 5, c'est un vrai 2018, voilà. 3000 mètres des blancs, des départs blancs. Voilà, on met 2 équipes de 4, on met 2h30 pour jouer. Voilà. C'est ça. Et il y a, on parlait du Château Bertin, il y a le parc anglais qui est un très beau compact, cette fois-ci pitch and putt, parce qu'on est en par 27,
mais qui fait une belle distance quand même, 800 mètres. Donc c'est pas le tout petit pitch and putt. Et lui, pour travailler tout C'est ce pour qui est travailler, approche, ça, c'est voilà, vrai. il est extraordinaire. Voilà. Et ça, c'est plutôt l'académie, on en parlera tout à l'heure. Voilà, l'académie utilise cet outil qui est extraordinaire. C'est l'ancien site d'entraînement du Pôle France, quand même, C'est faut ça. savoir. Au fond, en 3 ans et demi, vous avez réussi à implanter une sorte d'art de vivre ici. Oui, absolument. Alors état d'esprit. c'est un état d'esprit, c'est une ambiance. Alors, effectivement, issue du monde événementiel, loisir, je suis forcément dans cet esprit à essayer de l'apporter au golf. Je pense que les gens ont du mal à franchir la porte d'un golf. Voilà, tout simplement. Toujours parce un petit peu de peur, un peu ouais, d'appréhension. ils ont de l'appréhension par rapport à l'image que le golf donne encore. Il faut enlever cette crainte de franchir une porte d'un golf et il faut savoir accompagner les gens, apporter un maximum de services. Bien manger, c'est bien manger, c'est possible. Voilà, Enfin, voilà, donc vous faites très attention à ça, voilà, que voilà, les gens se sentent chez eux, soient bien accueillis, Voilà. puissent rester longtemps s'ils veulent. voilà, et que les gens se sentent bien. Voilà, accompagnés, on leur dit bonjour, on leur dit au revoir, et pendant leur temps de présence, eh ben, on est à leur côté le plus possible, bien sûr. Et puis, il y a tout ce qui est l'apprentissage du golf avec l'académie, ça c'est important. Ouais. Je crois, sans trop me tromper, qu'il y a environ 30% de golfeurs qui arrêtent après 3 ans. Il faut réussir à trouver du résultat. Et trouver du résultat seul, c'est très compliqué. C'est un des sports quand même assez compliqué. Par contre, le geste de golf doit rester simple. Plus il est compliqué, plus on se tortille, moins on tape dans la balle. Donc ça doit rester simple. Et il faut être accompagné de pros, d'accord, sur une méthodologie toute simple, la plus simple possible, pour essayer de simplifier. Et donc moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de proposer à nos abonnés, à nos clients fidèles et à tous ceux qui veulent bien sûr le devenir, de ne pas faire que s'abonner, mais dans leur abonnement, dans leur mode de fonctionnement, ils voient un pro une fois par mois. Voilà. Ils le voient une fois par mois. Voilà. Ouais. Et ils le voient une fois par mois, et à partir de là, ils ne sont jamais seuls. Ils ne vont jamais se sentir seuls. Et les petites corrections vont arriver. Oui, il y a toujours une petite chose on s'en va très vite. Techniquement, on est bien, et le lendemain, tout d'un coup, on ça comprend va pas pourquoi. Je fais la même chose. Non, déplacé, il s'est passé quelque chose, on s'est tortillé. C'est pas bon. Donc là, le pro, ils vont mettre en place. Voilà. Et là, on doit plus avoir envie de s'arrêter. On doit avoir envie de dire aux autres, viens golfer, c'est bien. On n'est pas perdu. Je pense qu'à un moment, le golfeur est un peu perdu. Et on se prend la tête, et donc voilà, il faut enlever cette image. On va en parler tout à l'heure avec Franck Lorenzo de Vera, mais un mot pour venir jouer ici. Alors, on peut être membre. Alors, bien sûr, on peut être membre, on peut être de passage, il n'y a aucun problème. On accueillera les gens dans le même sens. On peut acheter son jeune fille, un achat de billetterie avec c'est un peu les colliers barres du Club Med, le système. J'aime bien dire ça. C'est pas de 6e golf préféré, de trou préféré pour rien. Ouais, je pense, oui. Bravo et merci beaucoup, Emmanuel. Merci à vous, merci beaucoup. Le témoin de ce numéro, c'est Franck Lorenzo Vera. C'est le fondateur de l'Académie de golf du Tremblay-sur-Moldre. Il prodigue son enseignement aux débutants, aux professionnels et même aux enseignants. Je suis en compagnie de Franck Lorenzo Vera. Bonjour. Bonjour Patrice. Alors on va parler de l'Académie du golf de Tremblay-sur-Moldre, dont vous êtes le fondateur et dont vous êtes l'animateur. Mais d'abord un petit mot sur vous. Vous êtes basque. Ouais, très fier de l'être même. Ah oui, comme tous les basques. Bien sûr. Vous avez commencé jeune? Moi j'ai commencé à 12, j'ai arrêté à 13-14 parce que je préférais le rugby. Il y a le rugby, oui, ici là-bas. Après, vu mon gabarit, comme vous pouvez le constater, a priori ça sert pas, ça a pas pu faire carrière. Demi de mêlée, non? Ouais, fait demi de mêlée en 1975. Ça serait passé. Non. C'est vrai que maintenant c'est des. Non, ils sont costauds. Donc je me suis réorienté sur le golf que j'ai pratiqué avec Jean Lamaison là-bas, un grand enseignant, qui m'a tout appris, qui a d'ailleurs appris beaucoup de choses à mon petit frère aussi, et qui nous a donné la piqûre golf en fait, cette passion, et puis maintenant qui fait ma vie. Et qui fait votre vie. Alors Franck, l'une de vos particularités, c'est que vous êtes formé auprès des plus grands pros. Bien sûr, alors que ce soit avec le journal du golf, le magazine L'équipe, quand on partait aux États-Unis pour aller voir Sean Foley ou Jim McLean, au contact ensuite avec les joueurs que j'entraîne sur le circuit européen, avec Pete Cohen, Jos Van Stiphout, avec des grands noms, ou même tout simplement Benoît Ducolombier, Olivier Léglise, qui sont des machines. Alors, vous êtes intéressé évidemment à l'enseignement.
et à la manière d'enseigner le golf. Et c'est ça un peu l'académie. Hein. L'académie, c'est avant tout montrer à tout le monde que la technique est là pour rendre le golf simple, rendre l'activité facile. Donc la recherche, elle est sur, déjà, premièrement, former mes enseignants pour qu'ils puissent transmettre un message simple et efficace pour rendre la pratique ludique et efficace et performante sur les élèves. Et aux élèves, leur montrer qu'en fait, c'est pas si compliqué que ça d'apprendre à tenir un club et d'apprendre à s'amuser avec. C'est amener l'enseignement dans son réel but qui est de rendre efficace la pratique. Point. C'est aussi simple que ça. Et à part qu'il y en a qui vont faire du golf pour gagner leur vie, il y en a qui vont faire du golf pour prendre plaisir, tout simplement. Et je trouve ça même presque plus noble d'enseigner le golf à des gens pour qu'ils prennent plaisir. Vous diriez que c'est plus difficile presque de s'occuper des débutants que des pros? Il y a beaucoup de travail de communication avec ces gens-là, beaucoup d'empathie, faire preuve d'énormément d'empathie parce qu'on a besoin de savoir d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils font, comment ils sont, qu'est-ce qu'ils ont fait comme activité pour essayer de les orienter au mieux sur les canaux de communication sur lesquels ils peuvent raisonner et rebondir. Au fond, l'une des choses les plus compliquées, c'est d'être simple. Oui, bien sûr. Je m'amuse un petit peu à dire ça souvent. Je suis un anti-méthodique, c'est-à-dire que j'utilise pas une méthode. J'essaie d'utiliser l'ensemble des méthodes pour être la boîte à outils. Moi, je suis juste là. Je suis la boîte à outils de l'élève. C'est lui le chef. Moi, je suis juste la personne qui va aller rechercher où aller impacter pour que ce soit efficace. Et ici, vous êtes aidé par des enseignants. Je suis aidé par 2 super enseignants. Il y a Frédéric Constant, qui est responsable de l'académie, et Hugo Jacquelin, qui vient de nous rejoindre. Non connu du golf aussi. En fait, on est fils de Raphaël Jacquelin, qui nous a rejoint cette année. Alors Franck, l'académie, elle est ouverte à tout le monde Bien sûr. Moi, je peux venir, par exemple Bien sûr, c'est même conseillé a priori. Ouais, vous avez du boulot, mais... Non. Bien sûr que c'est ouvert à tout le monde. Moi, je suis sur le site. Il n'y a pas que les adhérents de Tremblay qui... Non, bien sûr que non. Venir, hein. Non, bien sûr, au contraire. L'idée, c'est d'ouvrir, de démocratiser réellement et pas de populariser l'enseignement du golf. C'est le démocratiser, permettre à tout le monde de pouvoir y accéder avec la plus grande qualité d'enseignement possible. En tout cas, on a la volonté de servir au maximum les gens qui découvrent. Bravo, alors continuez parce que vous allez former plein de golfeurs. Peut-être que c'est vous qui allez former le Français qui sera à la Ryder Cup. Je le souhaite. Hein? On espère. Je le souhaite. Merci beaucoup, Franck. Merci, Patrice. Un des coups redoutés des golfeurs, c'est le coup d'approche, soit dans le bunker, soit à côté du bunker. Alors pour ça, il y a des clubs qui s'appellent les wedges, mais est-ce qu'il en faut un seul ou plusieurs dans son sac? C'est ce que va nous dire Raphaël Alipre. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous aider à choisir vos wedges. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les wedges sont une grande famille qui va du pitching wedge au lob wedge. Donc pour un peu plus d'explication, en général le pitching wedge est inclus dans la série que vous achetez, qui va du pitch au fer 5 ou au fer 4. Et ensuite vous avez besoin d'autres clubs, notamment pour jouer autour des greens. Donc un club qui va être indispensable va être le sand wedge, qui fait en général 56 degrés, qui est un club assez ouvert, surtout qui est rebondi en dessous pour pouvoir glisser dans le sable et non pas s'enfoncer dans le sable. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que du pitching wedge au fer 4 dans votre série, vous aurez 4 degrés d'écart de loft. Donc le loft étant l'angle représenté ici entre la droite et l'ouverture, qui permet donc d'avoir une certaine distance de jeu. Si vous n'avez qu'un pitching wedge et un sand wedge, cet écart va être de 12 degrés, ce qui est assez important. Donc il convient très régulièrement de pouvoir mettre un gap wedge, un club à 50 degrés, qui va pouvoir vous permettre d'avoir un plein coup entre le pitching wedge et le sand wedge. Très important de nos jours, il faut bien comprendre que 70% des coups de golf sont joués à moins de 70 mètres. Donc avant de s'équiper sur le long jeu, qui est aussi indispensable, mettez d'abord beaucoup de clubs au petit jeu, ça vous sera beaucoup plus utile. Autre utilité, ça va être autour du green. Autour du green, ces clubs ont différents dessins et permettent donc d'avoir soit une semelle qui va bien glisser sur l'herbe, ce qui sera le cas des gap wedge et des pitching wedge, ou au contraire, pour pouvoir jouer dans le sable, d'avoir un gros rebond qui permettra de glisser dans le sable, ce qui est le cas du sand wedge. Autre option possible, vous aurez le 60 degrés qui est un lob wedge qui lui va aider les joueurs qui sont en difficulté pour pouvoir lever la balle très fréquemment en venant plutôt de l'herbe que du sable. Donc pour résumer, sand wedge indispensable à avoir dans sa série pour tout niveau de jeu. Dès qu'on commence à avoir un petit peu de distance de vol, le 50 degrés qui est un gap wedge va être lui aussi indispensable pour le plein coup, mais aussi au bord du green. Et le 60 degrés va être l'option lob wedge pour les joueurs qui ont besoin de lever la balle facilement.
Moi qui ai toujours rêvé de taper fort, avec mon driver, aujourd'hui j'ai de la chance, je reçois dans l'astuce du champion Johanna Claten, numéro 1 de la driving distance sur le LPGA. Bonjour Johanna. Bonjour Patrice. Johanna, on arrive sur ce par 5 dans la zone de vérité pour moi. C'est le tee de départ, je vais poser ma balle, je vais mettre mon tee et j'ai un drive à faire. Est-ce que tu peux m'aider? Bien sûr Patrice, alors je vais vous donner mes petits secrets. Donc pour moi, la puissance au driving, ça part d'un grand relâchement. Souvent je vois surtout ça chez les amateurs. Ils ont tendance à penser que pour taper fort, il faut se crisper, mais au contraire, il faut lâcher toute tension. On le voit très bien avec des très grands frappeurs comme Bubba Watson, Nicolas Colsaert. On sent qu'il y a une grande fluidité dans leurs mouvements. Donc déjà, quand vous vous mettez à l'adresse, relâchez tout ce qui est avant-bras, épaules. Évidemment, il faut une bonne posture. Mais après, il ne faut pas de tension ici. Ensuite, c'est au niveau du... donc, une fois que vous avez fait le backswing, donc la reprise d'appui est très importante pour la puissance. Vous regardez avec Rory McIlroy, ça part donc des hanches et une extension des jambes. Et c'est ça qui va donner de la vitesse, en plus du relâchement. Donc pour moi, c'est vraiment deux clés très importantes du swing pour obtenir de la puissance. Relâchement, reprise d'appui par les hanches et extension dans la zone de frappe. Voilà, c'est ça. Tu nous montres? Bien sûr. Quelle patate! Fantastique! Voilà. Ah là, tu m'as vendu du rêve, hein, Johanna. Bon, mais je crois qu'on a tout compris. On est prêt à mettre des grosses patates dans la lucarne grâce à Johanna. Merci. Merci Patrice. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Par 78.